Bon, ben écoutez, bienvenue à tous et merci donc d'avoir bien voulu assister à cette deuxième conférence du cycle Sciences de l'Université libre pour l'année en cours. Donc, je m'appelle Pierre Jeanvoine. C'est donc avec beaucoup de plaisir et d'intérêt que nous accueillons aujourd'hui un très grand scientifique, membre de l'Académie des sciences et spécialiste de cristallographie, de physique du solide et de matériaux. Si vous me le permettez, je vais faire une petite parenthèse. Le plaisir pour moi est augmenté, je dirais, sur le plan personnel, car il se trouve que Denis Gracias et moi-même sommes camarades de promotion de chimie Paris, promotion 1970. Ceci, évidemment, ne nous rajeunit pas beaucoup. Alors, je vais dire quelques mots, présenter donc notre conférencier. La carrière de Denis Gracias commence par une thèse de troisième cycle, puis par une thèse d'État sur la cristallographie des interfaces dans les cristaux homogènes au sortir de Chimie ParisTech en 1970. La qualité de son travail lui vaut de faire plusieurs séjours en Californie avec le professeur Kahn à Berkeley, puis à l'Institut de physique théorique de Californie. C'est alors là-bas qu'il est confronté au problème alors mystérieux des fameuses diffractions de symétrie d'ordre 5 observées pour la première fois dans un laboratoire des États-Unis qui est le National Bureau of Standards et qui a été mise en évidence pour la première fois par un chercheur israélien qui s'appelle Daniel Shechtman. Alors, Denis Gracias va s'intégrer alors dans une équipe avec le professeur Kahn et quelques autres, et Daniel Shechtman, pour essayer d'apporter la lumière sur ce mystère de la diffraction d'ordre 5. Il travaille d'arrache-pied, je dirais, pendant quelques années et publie en 1984 un article qui fera date et qui va consacrer en fait la découverte des quasi-cristaux, qui vaudra d'ailleurs à Dan Shechtman le prix Nobel de chimie longtemps après, en 2011. Là, je vais vous dire une chose que Denis ne vous dira certainement pas parce que je sais que c'est un grand modeste. Beaucoup dans le milieu scientifique ont estimé que le prix aurait dû lui être attribué également, ainsi qu'à d'autres membres de l'équipe. Mais bon, le comité Nobel est évidemment souverain dans ses décisions. Revenu en France, sa carrière continue entre le Centre d'études de chimie métallurgique de Vitry, le Centre de physique théorique de l'École polytechnique, puis il devient directeur d'une unité mixte du CNRS Onera jusqu'en 2009 et ensuite directeur de recherche au CNRS émérite à Chimie ParisTech et à l'Institut de recherche de chimie de Paris. Il mêle en parallèle une activité d'enseignant à l'École polytechnique et à Chimie ParisTech sur la physique des matériaux et aussi sur la physique quantique. Ces travaux, qui portent sur plus d'une centaine de publications, ont été récompensés par de nombreux prix, la médaille d'argent du CNRS, le Grand Prix Jean Ricard de la Société française de physique, la Grande médaille de la Société française de métallurgie et matériaux. Membre de l'Académie des sciences depuis 1919, je crois, il est aussi membre du Conseil supérieur de l'éducation nationale depuis 2018. Voilà, je pense que j'ai à peu près résumé sa biographie, donc je vais lui laisser la parole pour qu'il nous initie au mystère de cette fameuse symétrie d'ordre 5. À toi, Denis. Merci Pierre. Vous aurez reconnu sans doute dans les compliments qu'il me fait le grain de sel de l'amitié. Et bien sûr, mes mérites ne sont pas aussi grands qu'il veut bien le dire. Toujours est-il que j'ai une chance exceptionnelle et extraordinaire, c'est de pouvoir participer à cette aventure de la découverte des quasi-cristaux. Et ce que je me propose, c'est de vous en faire un récit plus proche de l'historique du scientifique, encore que bien entendu, il faille y mettre tout ce contexte, afin que vous voyez où nous en sommes finalement aujourd'hui, et bien au-delà de mon cas, de la cristallographie moderne. D'ailleurs, j'avais pris un texte, un titre qui n'était pas tout à fait du diamant au quasi-cristal, mais plutôt de la cristallographie moderne. Mais comme vous allez le voir, il s'agit bien entendu de la même chose.
ce que je voudrais me proposer, c'est de partager mon écran afin que vous voyez mes transparents qu'on va suivre et lire ensemble. Est-ce que je peux essayer ça? Vous me dites si ça marche. Est-ce que nous voyons? C'est parfait, Monsieur Grazias. Parfait. Eh bien, écoutez, on va aller tout de suite sur le vif du sujet. Donc, ce que je me propose de vous raconter, c'est en trois parties ce qu'a été la périodicité cristalline, l'histoire des cristaux, ce qu'en sont les applications modernes aujourd'hui de la cristallographie, et puis en quoi la découverte de Danny Shechtman a apporté quelque chose de franchement nouveau, un nouvel essor, si j'ose dire, de cette science qui était apparue petit à petit comme un peu stagnante ou en tout cas achevée au bon sens du terme, mais achevée, c'est-à-dire sans qu'il y ait de choses nouvelles importantes à découvrir. Alors, tout le monde connaît les cristaux et quand je parle de cristallographie, peut-être pensez-vous aux gemmes, aux diamants, que sais-je, de beaux objets comme ceux que l'on voit ici. Et vous allez être sans doute déçus parce que les cristaux, vous en voyez un particulier. J'espère que vous voyez ma flèche ici. Vous la voyez quand je désigne quelque chose? Oui, oui, j'en vois très bien, Monsieur Grazias. Parfait. Et donc cet objet, vous voyez, est déjà un peu particulier. C'est lui qui va nous occuper sur la fin de l'exposé. C'est ça, un quasi-cristal. Pour le reste, ce sont des cristaux classiques. Vous reconnaissez la neige ici, ce sont des objets absolument magnifiques. Ils ont toujours beaucoup de symétrie, ils ont une beauté intrinsèque. Cela étant, les cristaux, tout de suite, une petite question un peu sotte pour l'auditoire. Si je vous montre ces deux photos et je vous dis où sont les cristaux et où sont les autres choses que cristaux, ben vous allez peut-être me répondre que le verre qui est ici, c'est un verre en cristal et qu'en conséquence, ça, ce sont des cristaux et ça, ce ne sont pas des cristaux. Alors, la réponse est bien entendu l'inverse, c'est-à-dire que ça, ce sont des verres, au sens où ce sont des structures qui sont construites à partir de tétraèdres de silice qui sont agencés les uns par les uns sur les autres de façon non périodique. Tandis que la fourchette, le couteau, etc., qu'ils soient en or ou en fer simplement, alors oui, ça, ce sont des cristaux. Tous les métaux sont des cristaux, voilà, regardez, tout ça, tout ce que vous regardez ici sont des cristaux et ça donne tout de suite une certaine importance à cet art qui est la cristallographie, car nous sommes entourés de très, très nombreux cristaux, presque davantage que d'objets non cristallins. Tout le monde métallique fait partie des cristaux et bien entendu le monde minéral en grande majorité. Alors, l'histoire de la cristallographie, je voudrais vous la conter en deux dates fondamentales. La première, elle est due à l'abbé René Juste à Huy, frère de Valentin, celui qui s'est occupé des aveugles, si vous vous rappelez. Et l'abbé René Juste à Huy, en 1784, sort un essai à l'Académie royale des sciences de l'époque qui prétend, dit-il, que les cristaux seraient le résultat d'agrégation de petites mailles élémentaires. Nous appellerons ça aujourd'hui des molécules, mais très très petites qu'on ne voit pas, et qui s'agrègent les unes à côté des autres de façon triplement périodique, c'est-à-dire une copie exacte d'un même motif dans une direction, puis une autre, puis une troisième. Alors d'où lui vient cette idée? Figurez-vous que l'abbé René Juste à Huy était un minéralogiste comme nombre de ses contemporains et qu'il collectionnait les beaux cristaux, les gypses, les quartz, les cristaux précieux, les saphirs, etc. Et l'histoire veut qu'il aurait laissé tomber par mégarde l'un de ces cristaux un jour. Et donc, consterné, il en aurait ramassé les morceaux pour s'apercevoir que tous les morceaux avaient quelque chose en commun. Alors, voici les morceaux, ils sont au sol, nous les imaginons ici. Vous voyez qu'ils sont tous différents, ils ont des facettes, mais elles n'ont pas la même taille, elles ne pointent pas dans les mêmes directions, elles ne sont pas contiguës les unes aux autres avec des angles précis. Et quand on regarde ça, les minéralogistes de l'époque regardaient beaucoup la forme, le faciès des facettes. Lui, il va lui venir une idée absolument extraordinaire.
savez, le génie, c'est souvent dans des petites choses qui n'apparaissent de rien. C'est qu'au lieu de regarder la forme, la taille, la distribution des facettes, il va regarder les angles entre facettes pour s'apercevoir que tous ces morceaux différents peuvent néanmoins être placés en sorte qu'ils s'appuient tous sur un même canevas, comme celui que je vous dessine ici, où vous voyez que ces morceaux ne sont jamais que des parties entières d'une petite cellule élémentaire qui serait cet objet-là ici, qui est tout petit, et que tout ça, ça fait partie d'un même réseau. Alors quand il va avoir cette idée et regarder sur de nombreux autres cristaux, il va s'apercevoir d'une chose extraordinaire, c'est que tous ces objets-là ont en commun la propriété d'avoir des symétries qui sont compatibles avec des réseaux, un objet triplement périodique. Regardez la planche de timbre que je vous montre ici, qui est un exemple archétypal de ce que pourrait être un cristal. Il y a d'abord la figure de Marianne, qui est un objet très compliqué. Ça peut être une molécule, ça peut être l'ADN, ça peut être un virus, peu importe l'objet. Il y a ensuite un cadre, c'est-à-dire que quand on fait une translation de cet objet sur lui-même, on va trouver ici exactement la même cellule, puis encore la même, puis etc. Et en se promenant un nombre de fois entier, une fois, deux fois, trois fois, une fois, deux fois, trois fois, etc., vers le haut ou vers la droite, ici, eh bien, on retrouve le même objet. En gros, cette planche de timbre qu'on imagine infinie ne change pas, elle est invariante. Donc, le cristal, c'est une maille élémentaire, la voici, et une collection de translations que vous voyez ici, qui superpose l'objet global, le cristal, sur lui-même quand on fait une des translations. Ça, c'est la première chose extrêmement importante. Alors, voilà les dessins que nous offre l'abbé Ahuy, 1784. Ces dessins, vous les voyez, ils sont… excusez-moi, j'ai perdu mon… Tiens, bon. Excusez-moi, ces dessins, les voilà, là, ils sont… Voilà, ça y est, je les suis retrouvés, avec mes excuses. Ces dessins représentent bien toute une collection de petites mailles qui sont accolées les unes aux autres pour former globalement, macroscopiquement, ce qu'on va appeler un cristal, un objet triplement périodique. Il n'y a que 7 systèmes cristallins et seulement 32 classes de symétrie qui sont compatibles avec la périodicité. Donc d'avance, il va y avoir un certain nombre d'interdits. Vous observez que, et c'est tout simple à comprendre, si je prends des pentagones réguliers, imaginez simplement de paver le plan, vous ne pouvez pas paver le plan avec des pentagones. La symétrie 5 du quinaire, du pentagone, est une symétrie qui est exclue dans les cristaux. Au-delà de 6, une symétrie 7, 8, 9, etc., sont elles-mêmes exclues parce qu'elles ne peuvent pas paver l'espace de façon périodique. Donc la périodicité va imposer des choses extrêmement importantes, elle interdit un certain nombre de symétries. Ça, c'est 1784. Il va se passer quelque chose au début du XXe siècle, dont je vous dis quelques mots parce que ça vaut vraiment la peine. À l'université de Munich se retrouvent presque au même endroit, à quelques encablures d'un couloir à traverser, 3 instituts. L'Institut de physique théorique qui est dirigé par M. Sommerfeld. Alors, vous vous rappelez sans doute qu'il y a le modèle Bohr-Sommerfeld, le modèle atomique. C'est le Sommerfeld en question. Il héberge 2 postdocs qui sont Paul Ewald et Max Laue, entre autres. À côté de ce laboratoire de physique théorique, il y a l'Institut de minéralogie et cristallographie du professeur von Groth, qui, lui, collecte un certain nombre de cristaux, les étudie, sans, pour le moment, en connaître la structure intime, sauf ce qu'on a dit, ils sont des objets périodiques. Et puis, à côté encore, il y a l'Institut de physique expérimentale, et c'est M. Röntgen, l'inventeur ou le découvreur des rayons X qui travaille là, avec en particulier comme collaborateur M. Friedrich. Les jeunes, quand je dis les jeunes, je pense à Laue, à Ewald et à Friedrich, ont l'habitude de se réunir, non pas au sein de l'université, mais vous l'aurez compris, dans un café, le café Lutz. Aujourd'hui, les Allemands connaissent très bien les Lutz-Seminaren, c'est-à-dire qu'en
en témoignage de ce café qui est à Munich, hein, il continue ce genre de réunions. Et que sont ces réunions? Il s'agit pour les jeunes de se réunir hors des patrons. Donc, on peut discuter, dire du mal ou du bien du patron, ça c'est leur problème, mais surtout, on peut discuter de façon entièrement libre, essayer d'inventer des expériences que les patrons pourraient très bien considérer comme farfelues. L'une d'entre elles est lancée par Max Laue. Il dit, tiens, les rayons X, vous savez, c'est X parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Ces rayons de M. Röntgen, s'adressant à Friedrich, est-ce que par hasard, qu'est-ce qui se passerait si on les envoyait sur un cristal? Et M. Paul Ewald est là pour dire, ah oui, il pourrait y avoir un phénomène de résonance, c'est-à-dire que tous les atomes se mettent en résonance les uns avec les autres, et que ça fasse quelque chose de particulier, sachant que les rayons Röntgen, on a l'impression quand même que leur longueur d'onde, c'est de l'ordre de l'angstrom, c'est-à-dire du dixième de nanomètre, et que peut-être que les cristaux, ça pourrait être aussi des atomes qui seraient placés à des distances à peu près comparables. Alors, ils vont discuter entre eux, et puis ils vont proposer à Sommerfeld et à Röntgen de faire la manip. Et surprise, Sommerfeld dit, mais ça ne sert à rien, ce n'est pas la peine, il y a de la vibration thermique, tout ce que vous croyez montrer en résonance va disparaître, vous ne verrez rien, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine, mais ils le font quand même. Ils vont le faire en douce, avec un autre qui s'appelle Knipping, qui va ramener, donc on va aller piquer, si j'ose dire, l'appareil de rayons X de chez Röntgen, on va aller chercher un cristal de chez Groth, et on va réfléchir pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait obtenir. Vous voyez le schéma, il est là-haut, là, ici, voilà le schéma de l'ensemble. Hein. On met le cristal ici, puis on va regarder qu'est-ce qui va se produire. Voilà la première photographie. La première photographie nous montre un faisceau de rayons X qui arrive ici, là où vous voyez le petit symbole, et puis on voit des espèces de taches un peu partout. Alors quand on va régler mieux le cristal, on va focaliser un peu, voilà ce qu'on obtient. On obtient un faisceau central, ça c'est ce qui arrive perpendiculairement à notre écran, et puis vous voyez ici toute une collection de taches. Regardez ici toute une collection de taches. Au lieu, les rayons X, au lieu de diffuser un peu dans tout l'espace, comme par exemple les phares d'une automobile, un soir de novembre en pleine brume, ça part un peu partout, là pas du tout, c'est focalisé dans des directions particulières. On vient de découvrir le 21 avril 1912 la diffraction. Alors, vous savez, cette expérience, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire parce qu'elle montre deux choses. Premièrement, que oui, les cristaux sont bien des composés d'atomes qui se distribuent périodiquement dans l'espace. Et puis oui, les rayons X sont bien des ondes, ici électromagnétiques. Autrement dit, cette simple expérience est formidable parce qu'elle nous montre deux choses en même temps. Si l'une des deux choses ne fonctionne pas, alors l'expérience est inapplicable. À partir de ce moment-là, vous connaissez les ondes électromagnétiques, je les marque ici juste comme ça pour le plaisir. Vous voyez qu'on part des ondes radio pour arriver jusqu'aux rayons gamma. Et les rayons dont on parle actuellement sont les rayons X standards qui sont de l'ordre de 10-10 mètres au point de vue de la longueur d'onde. C'est-à-dire la même longueur d'onde que les atomes. D'où le fait extraordinaire qu'il va y avoir cette résonance, en effet, entre les rayons X et les cristaux. Alors, à partir de ce moment-là, il y a en Angleterre, nous étions en 1912, pardon, quelques années à peine plus tard, l'expérience est reprise à Cambridge par le père et le fils, Bragg, mais eux le font avec une chambre de Wilson, c'est-à-dire qu'ils comptent des particules. La différence entre Laue et puis la manip de Bragg, c'est que celle-ci, celle de Bragg, elle est quantitative. On va pouvoir compter le nombre de particules dans chaque direction. Et le fils Bragg va finalement comprendre ce qui se passe dans un article célèbre, novembre 1912, vous voyez que c'est très peu de temps, avril 1912, celle de Laue. Hein. Il va dire, ben voilà, si un faisceau arrive ici de la gauche, qui sont un faisceau, et les particules comme ça, mais là ici on va en prendre l'aspect ondulatoire. Si un faisceau arrive et qui se reflète sur un plan d'atomes, sachant qu'il y a un autre plan d'atomes ici à une distance d, et que ceci se reproduit à l'infini, puisque c'est périodique, eh bien, il suffit que la différence de marche, c'est-à-dire le chemin supplémentaire que doit faire ce deuxième faisceau par rapport au premier, soit un multiple entier de fois 2π, et donc on ait cette relation, pour que ici, les faisceaux qui ressortent s'additionnent et donnent une diffraction. Ça leur vaudra le prix Nobel de physique en 1915.
Le phénomène d'interférence, ici, c'est juste un petit dessin. Vous voyez que sur une nappe d'eau, je fais vibrer ici, à partir d'un seul point, cette nappe, j'obtiens ici des ondulations. Si j'en mets plusieurs, j'obtiens des ondulations, mais qui, petit à petit, se concentrent, se canalisent dans des directions bien, bien particulières, qui sont les interférences constructives et qui vont donc non pas faire de la diffusion dans tout l'espace, mais au contraire de la diffraction, c'est-à-dire une interférence pour mathématiquement divergente, constructive dans des directions très privilégiées qui représentent et qui sont des images de la périodicité des sources lumineuses ou des sources aussi de mouvements. Alors voilà à quoi ça ressemble. Dans un microscope électronique, vous mettez un cristal, vous placez dans le plan focal de l'objectif et vous obtenez le faisceau central ici. Alors, les faisceaux sont perpendiculaires à mon dessin, n'est-ce pas? Le faisceau que vous voyez ici, c'est le faisceau central. Ben, il s'est scindé en des faisceaux très bien définis, ce sont des points, et dont la symétrie représente exactement la symétrie du cristal. Ici, vous voyez qu'on a une symétrie carrée, ici, on a une symétrie rectangle, avec un losange, n'est-ce pas? Ici, on a une symétrie hexagonale, autant de figures qui pavent parfaitement bien l'espace. Ici, c'était un cristal de sulfure de magnésium, c'eût pu être un cristal de n'importe quoi venant de n'importe quelle galaxie. Alors, juste un petit côté de mathématiques pour vous voyez la chose astucieuse, c'est que quand on fait le calcul de savoir ce que l'on récolte ici et comment on reconstruit l'objet du cristal, si le cristal est caractérisé par une certaine fonction, eh bien, on retrouve la fonction du cristal en sommant ce qu'on collecte ici, le carré, hein, alors il faut prendre la racine, il y a des choses subtiles, et puis simplement à multiplier par ça. Alors, ce qui est important, c'est KR. K, ce vecteur K, c'est le vecteur d'onde des rayons X. C'est donc, comme je le disais, c'est 1 sur lambda, et je vous rappelle que lambda est de l'ordre de 0,1 nanomètre. C'est l'ordre qui m'intéresse. Ça veut dire que pour faire un tour de 2π ici, il faut que cette tension KR vaille 1, 2, 3, etc., un nombre entier. Et donc, R soit un nombre particulièrement petit, en particulier de l'ordre de la longueur d'onde. Ça veut dire que avec une diffraction de rayons X, je suis capable de reconstruire la structure du cristal à des échelles qui sont de l'ordre de l'angstrom, du 10e de nanomètre. J'ai donc un extraordinaire microscope. Alors ici, je vous montre un amusement qui consiste à prendre, je ne sais plus, un sulfate quelconque, et ça n'a aucune importance, de récolter 9 parmi les faisceaux qui ont été diffractiés dans le premier dessin, puis d'en récolter 13, je n'arrive pas à lire, 25, etc. Est-ce que vous voyez quoi? Ben que l'image s'affine jusqu'à ici, à nous donner la position extraordinairement précise des atomes. Nous avons fabriqué un extraordinaire microscope qui nous montre les atomes. Alors voilà à quoi ressemblent aujourd'hui les machines en question. Celle-ci est une vieille machine. C'est un goniomètre optique, c'était le genre d'appareil qu'utilisait AUI pour repérer les facettes des monocristaux. Ici, c'est une machine qui s'appelle cristal, c'est du synchrotron soleil. Le faisceau arrive ici, le cristal, c'est le tout petit objet qui est par ici. Puis là, ici, c'est un détecteur à 2 dimensions qui détecte les faisceaux diffractés. Ce faisant, le père et le fils Bragg ont immédiatement, très vite, en quelques années, découvert la structure du NaCl que vous voyez ici, la structure cubique à face centrée en général, la structure un peu plus compliquée de ZNS qui est ici, qui est une structure PA3, enfin il importe peu. Bref, NaCl, le fameux NaCl, il est trouvé par Bragg dans les années 1915. Aujourd'hui, on fait des structures beaucoup plus compliquées, par exemple une structure ici d'un supraconducteur dont vous avez beaucoup entendu parler, qui est les IVAQO, pardon. Et puis, un autre exemple qui est très intéressant, qui est très amusant, parce qu'il est générique, si j'ose dire, vous voyez ici le spectre de diffraction de poudre de Mars. Et que se passe-t-il? Eh bien, c'est parfaitement interprétable à partir des structures que l'on connaît sur Terre. En gros, l'idée est qu'une fois qu'on a trouvé combien il pouvait y avoir d'arrangements périodiques dans l'espace pour des objets, des atomes, eh bien, cela vaut sur la Terre, cela vaut évidemment pour le système solaire, cela vaut pour la galaxie, cela vaut pour l'univers.
avec ça aussi, ça nous permet de pouvoir parler, de dire quelles sont les propriétés des matériaux, car les propriétés sont liées à la façon dont les atomes se disposent les uns par rapport aux autres, bien davantage qu'à des propriétés macroscopiques. Aujourd'hui, on fabrique des objets remarquables pour étudier donc, les matériaux. En particulier, vous reconnaissez ici les synchrotrons, qui sont, ça c'est Soleil, c'est celui qui est à côté de Saclay, là ici c'est Villiers, oh zut alors, je ne me rappelle plus, Villiers-le-Bac, là je pense, mais enfin peu importe. Voilà ici l'anneau, il est là. Et avec ces appareils, ça nous permet de pouvoir faire les structures, par exemple biologiques, extrêmement rapidement. Et à ce sujet, je voudrais citer deux personnes qui me semblent absolument incroyables. La prochaine, c'est Rosalind Franklin, qui était assistante de Wilkins et qui a fait les premières photographies rayons X de la cristaux d'ADN. Alors ces photos, je voudrais un peu les commenter, c'est très rapide. Voilà les photos de Franklin. Vous allez me dire comment se fait-il que Madame Franklin ait pu imaginer une structure d'ADN à partir de ces X, n'est-ce pas? On voit un X, puis là d'autres choses. Alors la raison en est assez simple, c'est que quand vous avez une structure d'ADN, vous avez une périodicité, vous voyez, je la dessine, dans cette direction-là. Ce qui va donc créer des tâches dans cette direction. Et puis vous avez une autre périodicité qui est dans cette direction-là, qui est l'autre, qui est comme ça. Autrement dit, quelqu'un qui connaît un peu la diffraction, qui voit ça, peut avoir immédiatement l'idée d'une structure qui peut avoir cette allure-là. À nouveau, vous voyez que ça contient des informations à l'échelle de l'angstrom, à l'échelle submicroscopique. Alors, je me suis amusé à faire les petits calculs comme ça de diffraction de brins d'ADN, et on s'aperçoit que, par exemple, un brin comme celui-là colle assez bien avec les expériences. Aujourd'hui, on en a de très beaux, bien sûr. Mais vous voyez cette idée que quand on a ce dessin-là, alors on peut remonter, en étant un peu astucieux, au dessin qui est ici. La deuxième personne importante, c'est aussi une dame, c'est Madame Hodgkin, Dorothy Hodgkin, pardon, qui venait de Cambridge. Alors Cambridge, je vous rappelle, c'est là où étaient Bragg, père et fils, et Bragg fils a engendré toute une grande école de cristallographie, en particulier de biologie. Dorothy Hopkins va découvrir la structure de la vitamine B12, la pénicilline et l'insuline. Parce que la chimie est tellement compliquée, ces molécules sont tellement grosses que finalement, pour en connaître exactement les structures, la morphologie, eh bien, on les cristallise, on fait la diffraction et on recombine la diffraction de Fourier en faisant ce microscope extraordinaire que je vous ai montré. Aujourd'hui encore, on arrive à faire de la diffraction incroyablement précise qui permet de localiser les champs électriques à l'intérieur d'une molécule et qui donc nous dit, par exemple, ici, vous voyez deux molécules, ici, avec un H et un O, bon, peu importe, qui nous disent, en regardant les structures du champ électrique, comment vont s'adapter ces deux molécules lorsqu'elles se rencontrent. Et ça nous permet de comprendre les mécanismes et donc de synthèse et de comprendre comment on peut synthétiser de nouveaux médicaments d'une part et d'autre part de comprendre les mécanismes biologiques. Vous observerez que ces 10 dernières années, 6 prix Nobel de chimie et de biologie, je vous rappelle que qu'il n'y a pas de prix Nobel de chimie, donc c'est chimie ou biologie, ont été décernés à des travaux qui s'inspiraient directement des résultats de la cristallographie des molécules. Alors, la dernière question, c'est est-ce que maintenant on peut voir les atomes? Alors, la réponse est oui. Ça date d'il y a assez longtemps. Je vous le montre comme ça parce que je trouve ça assez amusant. C'est Erwin Müller qui s'est dit si je mets sous vide ou sous un vide partiel d'hélium une pointe métallique ou une pointe d'un cristal conducteur et que je monte ce cristal à 20 kilovolts ou 80 kilovolts, alors il va y avoir ce qu'on appelle des effets de pointe, que connaissent bien nos amis de l'électricité, qui vont arracher les atomes, mais surtout qui vont permettre d'ioniser le gaz alentour, l'hélium, et ce gaz ionisé va venir frapper un écran phosphorescent qui va correspondre exactement, vous voyez, aux pointes qui correspondent aux atomes. Alors, j'ai là un exemple, je vais essayer. Est-ce que vous voyez quelque chose que j'ai ramené là? Oui? Non? J'espère que oui.
Alors, ici, ce que vous voyez, c'est la pointe, et nous allons la chauffer. Et cette pointe, regardez bien, je reviens sur ce. Voilà à quoi elle ressemble. Donc, ce sont des facettes comme ça, et nous allons chauffer ça, et ce qui va se produire, c'est que les atomes vont s'évaporer plan par plan. Alors, on va regarder, effectivement. Regardez bien, vous voyez, les atomes s'évaporent plan par plan, et on retrouve exactement les plans tels qu'on les attendait. Donc, si vous êtes convaincu, si vous n'êtes pas convaincu, je ne peux plus rien faire. Je vous assure, les cristaux sont bien des atomes qui sont placés de façon périodique dans l'espace. D'où la grande surprise, oui, le microscope électronique, mais j'arrive tout de suite, la grande surprise du 8 avril 82. Le 8 avril 82, Danny Sheshman travaille au NBS, comme disait Pierre, et il regarde des alliages d'aluminium-manganèse qui sont simplement des alliages rapidement solidifiés, pardon. On rajoute du manganèse pour solidifier les alliages d'aluminium qui sont toujours un peu mous, l'aluminium pur, par exemple. Et ce matin-là, il regarde la structure AL6Mn rapidement solidifiée, et voilà ce qu'il voit dans son microscope. Il voit ça et ça. C'est-à-dire, on a des grains. Ça, c'est l'ordre du micron, excusez-moi, si elle est là, l'échelle. C'est de l'ordre du micron, et puis on voit à l'intérieur se former des espèces de fleurs, dont certaines d'ailleurs ont déjà un petit peu une symétrie un peu 5, hein, comme vous voyez, très noires, et qui sont des précipitations rapides, ultra rapides, d'une nouvelle phase au sein de l'aluminium. C'est dire que son expérience a raté, en quelque sorte. Il espérait, lui, avoir des objets homogènes. Et puis, il va faire la diffraction, comme on a vu tout à l'heure au microscope électronique, sur l'une de ces fleurs, en l'orientant aussi bien qu'il peut, et voilà ce qu'il obtient. C'est-à-dire quelque chose qui est impossible. Pourquoi est-ce impossible? Nous avons des pics, vous voyez, très très fins. Donc, nous avons de la diffraction, comme Bragg le décrivait. C'est-à-dire qu'il y a une contribution d'interférences constructives dans des directions précises. Certes, mais en même temps, nous voyons des symétries apparaître ici qui sont des symétries du pentagone. Regardez, on va le dessiner ici. Voilà le pentagone, voilà un pentagone, voilà un pentagone. Et si vous regardez tout ce dessin, en fait, il est très simple. Ce sont des pentagones avec un petit pentagone ici, qu'on appelle une petite étoile d'Alexandre. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, alors le pentagone, il y a une chose remarquable, bien sûr, c'est que si j'appelle 1 la distance, le côté du pentagone, la diagonale du pentagone a comme taille tau, tau étant le nombre d'or, 1,61, 1,6180339, etc., dont la formule est donnée ici. Alors vous observez une chose qui est très amusante, ce tau, c'est que si vous l'élevez au carré, tau au carré, eh bien il vaut tau plus 1. Il suffit de mettre le 0 de ce côté-là. Autrement dit, le carré de 1,6180339, ça vaut 2,6180339 et je n'ai fait aucun effort de calcul mental pour l'obtenir, c'est simplement la formule que vous voyez qui l'indique. Et ce que l'on voit ici, c'est qu'on a tout exactement comme un cristal, mais au lieu d'avoir des interstices ici qui sont des multiples entiers, 1, 2, 3, 4, comme tout à l'heure avec un réseau, eh bien cette fois, c'est des puissance consécutive de tau. Et une fois que j'ai fabriqué cet objet-là, je le retrouve ici, c'est un décagone que vous voyez ici. Bref, je reconstruis tout ça absolument parfaitement. Alors, c'était cette question qui se posait et elle a été absolument passionnante. Comme je le disais tout à l'heure, voici des beaux dessins de Albrecht Dürer qui montre que, quel que soit votre talent, quand vous posez des pentagones les uns à côté des autres pour paver une salle de bain, eh bien, vous laissez des interstices. Vous les voyez ici. Donc, il faut une autre tuile, ce qui n'est pas attendu dans la cristallographie, je vous rappelle, c'était la planche de timbre, tous les timbres sont identiques. Ou, si vous faites des choses comme ça, alors là, cette fois, vous laissez des trous partout. Donc, aucun pavage périodique ne peut avoir la symétrie du pentagone, c'est acquis, mais par contre, pensaient les gens en 1982, puis les années qui ont suivi, s'il y a de la diffraction, c'est que c'est périodique. Et vous voyez, ça, c'est un phénomène intéressant. C'est un phénomène intéressant que notre enseignement, nous le captons globalement, et il y a un certain nombre de choses qu'on admet sans les avoir véritablement vérifiées. Moi-même, mon ami Pierre,
nous avons entendu dire que la diffraction imposait la périodicité. Eh bien, c'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai et les mathématiciens ne l'ont jamais raconté ainsi. Mais, étant donné que tout ce qu'on observait, les cristaux, c'était de la diffraction et que tous les cristaux sont périodiques par définition, nous avons admis, les uns et les autres, nos professeurs ont admis que la diffraction était nécessairement périodique. Et c'est cette question-là qu'on s'est posée. Alors voilà les trois collègues, là, ça c'est John Kahn, ça c'est Danny Sheshman, ça c'est moi. Et la question qu'on s'est vraiment posée, c'est de dire, mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas avoir de la diffraction sans périodicité? Et c'est en 84 que cette question s'est posée. Là, la photo est au NBS, c'est en septembre 1984. Et un article a été rédigé qui posait cette question et montrait l'existence de phases qui étaient diffractantes, mais non périodiques. Je ne vous cache pas que ça n'a pas été apprécié. Le très grand prix Nobel Linus Pauling, observant et lisant notre article, s'est fendu ensuite de réponses qui étaient assez saignantes, en particulier pour les petits jeunes, comme moi par exemple, disant à ses collègues, ne craignez rien, je vous donne la version française, ne craignez rien, il n'y a aucun danger pour la cristallographie, car il pensait qu'on mettait en danger les règles de la cristallographie. Notre problème n'était pas de dire qu'on pouvait faire des réseaux avec une symétrie simple, on n'est pas complètement sot, on est bien d'accord. Et, dit-il, il n'y a rien qui s'appelle quasi-cristal, il n'y a que des quasi-scientistes. Ça, c'était pour nous. Et ça a été très très long à se faire admettre, encore que, en France, dès 1985, deux chercheurs de l'école polytechnique, dont vous comprenez pourquoi il y a une interaction forte avec moi, car c'était mes collègues et amis, et le sont toujours, André Katz et Michel Dunod, proposent quelque chose d'absolument extraordinaire, de très très simple pour expliquer la diffraction d'un objet non périodique, on va appeler ça la quasi-périodicité. Alors le dessin que je vous montre, je vais y consacrer une demi-minute tant il est simple. Vous prenez une feuille de papier quadrillée. Vous la voyez, cette feuille de papier quadrillée, elle est là. Vous tracez une droite. Mais j'insiste, la droite doit être quelconque. Quelconque, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elle passe par les croisillons, par les nœuds du réseau. Ou si elle passe par un nœud, il ne faut qu'elle passe que par un seul. C'est-à-dire que si elle passe juste ici, partout ailleurs, ça passe à côté, elle est irrationnelle par rapport à ce réseau, parce que vous avez vu qu'il y a un réseau, une période dans cette direction-là, une période dans cette direction-là. Donc ma droite est quelconque, et surtout orientée de façon irrationnelle par rapport au réseau. Je conviens à chaque fois que je touche un petit carré de le colorer. Alors, vous voyez, je vais obtenir des carrés comme ceux que vous voyez ici, puis ça va aller comme ça à l'infini. Et puis, je vais prendre les centres de chacun de ces carrés, c'est les petits points rouges que vous voyez ici, et je les projette sur la droite. Et moi, je suis un individu qui vit sur la droite. Qu'est-ce que je vois? Au lieu de voir un beau réseau carré, tranquille, tout à fait sympathique, je vois une collection en jaune de points qui sont soit à petite distance l'un de l'autre, lorsque les deux carrés sont dans cette direction-là, quand ils montent, soit à grande distance lorsque ça descend au contraire. Donc ici, je vais avoir petite distance, grande distance, petite distance, grande distance, petite distance, grande, etc., etc. Et ça ne va jamais se reproduire à l'identique puisque ma droite est irrationnelle par rapport au réseau. J'ai fabriqué un objet extraordinaire qui n'est pas périodique, mais qui pourtant est la coupe d'un objet périodique. Et c'était ça la grande idée de Katz et Dunod, de dire si nous ne sommes pas périodiques à 3 dimensions, c'est le cas, ben peut-être est-ce la coupe, il s'agit de mathématiques, nous nous entendons bien, est-ce la coupe d'un objet qui lui est de plus grande dimension, mais formellement, configurationnellement, abstraitement. Nous savons bien qu'un quasi-cristal, c'est un objet en 3D, n'est-ce pas? Mais qui est simplement, qui résulte de cette coupe, on appelle ça la coupe et la projection, puisqu'on a coupé et projeté. Ceci a résolu le problème globalement pour montrer qu'on pouvait faire de la cristallographie, et ça avait un sens, dans des dimensions plus grandes que nos dimensions 3. On peut mettre 4,
5, etc. Et s'apercevoir qu'on pouvait fabriquer des pavages absolument magnifiques. Alors voici à quoi ressemble le quasi-cristal dont je parle tout à l'heure, celui que nous a montré Sheshman. Ce n'est pas tout à fait celui-là, mais c'est quand même la même famille. Et vous voyez qu'à l'échelle atomique, on trouve bien que les atomes se distribuent de façon très régulière. Il y a des rangées, mais bien sûr, ce n'est pas périodique. C'est une coupe d'un cristal cubique, mais cette fois de dimension 6, où il faut 6 indices pour le décrire. Ne nous inquiétons pas, les mathématiques et les espaces vectoriels ont l'habitude largement de manipuler n'importe quelle dimension. Ici, elle est finie et c'est un espace euclidien, donc côté maths, c'est vraiment tranquille. Alors voilà le genre d'objet qu'on obtient. Ici, j'ai construit un cristal cubique à 4 dimensions et je le coupe selon la diagonale principale, de façon astucieuse évidemment, mais ce n'est pas difficile à trouver. Et vous voyez ce qu'on obtient, on obtient une symétrie 8 octogonale. Quand je dis une symétrie, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que si, quand je tourne autour de ça, je trouve bien effectivement des objets ici, vous voyez que celui-là n'est pas tout à fait égal à celui-là. C'est-à-dire, ce qui se produit dans ces quasi-cristaux, c'est qu'on est presque toujours pareil, sans être vraiment exactement pareil. On est quasi périodique. Et va se poser la question que je n'aborderai pas ici, de comprendre ce que signifie la notion de symétrie quand on regarde ce genre d'objet. D'autres objets tout aussi beaux, Roger Penrose, qui vient de recevoir le prix Nobel pour son travail sur la relativité générale et les trous noirs, avait inventé dans les années 77, 72 même avant, ce genre de pavage avec un rhomboèdre, un losange ici bleu et puis le losange jaune ici, à 72 et 36 degrés d'angle aigu, qui est un pavage extraordinaire et vous voyez des symétries 5. Et il y en a partout. À nouveau, elles sont locales. C'est-à-dire que dès que je m'éloigne un peu, eh bien, il n'y a pas ici un axe de rotation 5. Il y a quelque chose qui va transformer cet objet-là en un autre objet dont, et la démonstration a été faite, je ne le commenterai pas ici, les propriétés sont rigoureusement les mêmes dans les 5 directions. Et donc, on ne peut pas discerner ici si ce que je vous montre est cet objet-là ou son frère tourné de pi sur 5. Un autre très joli qui est un Penrose généralisé, regardez celui-là, est tout à fait mignon. Vous avez une jolie figure ici, celle-ci par exemple, ou ici, hein, bien sûr, ou ici, bref. Il n'y a pas de point particulier, mais là, on a une très très belle symétrie d'ordre 10. Ça, c'est les pavages généraux. Et puis, pour s'amuser, je vais vous montrer un pavage. Ça, c'est obtenu à partir de structures de dimensions restreintes, c'est 5 dimensions. Mais si je commence à mettre de la dimension, c'est-à-dire à faire des espaces de grande dimension, voilà le genre d'objet que j'obtiens. Attention, ça va se reproduire. Il y a ça, mais il y en a un quelque part, très 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 loin. Il y en a un autre. Il n'y a pas un centre donné comme ça, n'est-ce pas ? Tout est homogène. Alors ça, ce sont de très très beaux objets que je fabrique sur mon petit ordinateur, sans aucun problème. Ici, c'était une dimension 13 ou 14, non 13. Il suffirait de voir s'il y en a bien 26 ici, c'est tout. Bien, cela étant posé, ça nous a fait revenir sur l'idée, mais alors la diffraction. La diffraction, ce témoin extraordinaire de la périodicité. Ça diffracte, c'est périodique, ça diffracte. Et si c'est périodique, c'est ordonné. Ordonné, ça veut dire qu'il existe un algorithme de complexité finie et déterministe, sans tirage au sort, qui me permettent, connaissant une partie de l'objet, de pouvoir en prévoir la structure à l'infini. Par exemple, ma planche de timbre, je connais le timbre, je sais qu'il faut mettre les timbres contigus dans les 2 directions. Bien voilà, ça me suffit pour fabriquer un pavage qui va à l'infini. Voici un objet un peu différent que je vous montre ici et qui, lui, est constitué de 2 pavés, un pavé blanc et un pavé noir. Pour la diffraction, on dirait que l'un diffracte plus 1 et l'autre diffracte moins 1, parce que c'est facile, c'est simple à calculer. Alors, je vais fabriquer cet objet de la façon suivante. Je mets selon la diagonale descendante les pavés noirs et selon la diagonale montante, ici, les pavés blancs. Vous voyez ? Ce que je fais maintenant, je prends cet objet lui-même, selon la diagonale montante, je mets ce pavé exactement à l'identique, et selon la diagonale descendante, sont négatifs, c'est-à-dire du blanc ici et du noir ici. Vous les voyez, ils sont là et là.
Maintenant, je reprends ce même objet. Selon la diagonale montante, je mets le même objet, vous le voyez ici, et selon la diagonale descendante, son opposé, c'est-à-dire du blanc, je mets du noir, là où du noir, je mets du blanc. Et les voilà, ici et là. Et je continue à l'infini comme ça. Eh bien, quand je fais cet objet et que j'en calcule, parce que le calcul n'est pas compliqué, c'est ce qu'on appelle des produits de Rives, quand on en fait le calcul, on s'aperçoit que cet objet ne diffracte pas. Ça envoie une diffusion, c'est une fonction absolument extraordinaire qui s'appelle une fonction singulière continue, il n'importe peu, dont l'expression est donnée ici, mais ça nous prouve une chose, c'est qu'un objet peut être ordonné, c'est-à-dire il n'y a aucune faute, s'il y a une faute, je peux l'avoir, et pourtant, ça ne diffracte pas les ondes, ça fabrique des ondes qui ne sont pas cohérentes, ou pas cohérentes au sens de la distribution de la divergence des faisceaux. Alors, ceci donc a ouvert une discussion pour savoir finalement la nature, quand elle fait des cristaux, elle fait des objets ordonnés. Peut-elle faire d'autres objets? La réponse est oui, les ces cristaux, nous les avons vus. Et y a-t-il d'autres solutions possibles? Je vous donne la dernière, qui est la plus extraordinaire, qui vient du grand mathématicien John Conway, qui est mort il y a peu de temps, hein, quelques semaines. Conway, donc, alors c'est un monsieur qui a son nom partout en mathématiques. Il y a les polynômes de Conway, il y a des tas de trucs. Et il était aussi gentil que j'ai eu la chance de le croiser de nombreuses fois. Et Conway, qu'est-ce qu'il nous fait? Il dit, ben voilà, je prends un triangle rectangle de longueur 1 pour le côté ici, de longueur 2 ici, et ici, Pythagore vous dira que c'est racine de 1 plus 2 au carré, c'est-à-dire racine de 5. Et puis, dit-il, je vais rajouter le même triangle ici, ici, ici. Vous voyez que ça me donne 4 triangles qui, cette fois, sont tout simplement homothétiquement et linéairement 2 fois plus grands que le premier. Si j'ai donc, le voilà ici, si je reproduis cette fonction, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, je fais ce même dessin, puis je multiplie par 2, j'obtiens quelque chose comme ça. Et puis ça continue, ça s'appelle un réseau orthorhombique, c'est totalement inintéressant, c'est régulier, cristallin, bref, aucun intérêt. Mais Conway dit, ah, je peux rajouter un cinquième. Puisque maintenant ici ça vaut 2, ben je colle celui-là, vous voyez, j'en rajoute un, et là j'en ai 5. Et tout à coup, maintenant, ça mesure racine de 5, ça mesure 2 fois racine de 5, et ça mesure 5. Autrement dit, j'ai augmenté de racine de 5 mon triangle. Et quand, à l'intérieur de chaque triangle, je fais exactement le même dessin, exactement le même, j'obtiens quelque chose comme ça. Et si je continue à le faire, j'obtiens une horrible chose comme ça. Alors, vous voyez, il y a bien des lignes, il y a bien des trucs qui laissent entendre que c'est ordonné, c'est parfaitement ordonné, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que, si je vous donne ça, je vous dis, montrez-moi que ceci est ordonné? C'est impossible. Quand on en fait la diffraction, c'est terrible. Ça diffracte un peu dans tous les sens, ça diffuse dans tous les sens. Finalement, les mathématiciens eux-mêmes, ceux que je vénère parmi tous les autres, car ils sont capables de me donner des réponses, sont incapables, sur ce cas particulier, de me dire comment ça fonctionne. On ne sait pas. Par contre, il y a une chose qui est assez intéressante. Regardez, c'est le même objet que je vous montre. Comme les triangles sont des espèces de petites flèches, lorsque les triangles étaient orientés dans des directions à peu près comme celle-ci, disons ça, voyez-vous, regardez le mouvement, eh bien je l'ai peint en jaune. Lorsqu'elles sont dirigées dans une direction à peu près comme celle-ci, avec une ouverture, hein, je l'ai peint en bleu. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez apparaître des dessins extraordinaires. Regardez, vous voyez ces dessins jaunes là, ici, hein? Eh bien, on va les retrouver. Ils sont là aussi, n'est-ce pas? Mais pire, regardez maintenant les bleus. Vous voyez que ce jaune que vous voyez ici, il est là en bleu, n'est-ce pas? De même ici. Ou prenons des choses plus simples, les os, ce que j'appelle les os, ces petits machins-là, ici, hein, là et là. Eh bien, vous les retrouvez en bleu, évidemment, exactement de la même façon. Ils sont là. Ils sont là. En sorte que ici, regardez, ils sont là, hein, ils sautent aux yeux. En sorte que ici, c'est parfaitement ordonné, il y a bien quelque chose qui est un ordre. Si jamais la nature avait l'idée saugrenue de fabriquer à l'échelle atomique des objets comme ceux-ci,
comment serions-nous capables de trouver, de découvrir, de comprendre comment est fait un tel matériau? C'est ça la question qui se pose aujourd'hui, sur laquelle nous travaillons d'arrache-pied, comme dit mon ami Pierre, parce que il est probable qu'on n'en trouvera jamais. Il est plausible, il est possible qu'on n'en trouvera jamais, mais vous aurez observé une chose, à chaque fois qu'on dit que ça n'arrivera jamais, ça arrive. Celui-là, j'ai des bonnes raisons externes au problème de penser que ça n'arrivera pas. Mais d'autres, comme celui d'avant, qu'on appelle la suite de Tumors, excusez-moi, je n'ai pas donné son nom, il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas. Parce que ça résulte que c'est l'équivalent du pliage, la transformation du boulanger. Quand on prépare des croissants en particulier, on replie, puis on replie, puis on replie encore. Et ça, c'est tout à fait l'équivalent du process que l'on fait pour l'autre dessin. Donc, voilà la diffraction. Vous voyez que je suis incapable de vous dire si c'est de la diffusion ou si c'est de la diffraction. Et c'est un vrai problème de vraie mathématiques contemporaine. Donc, pour conclure ce court voyage qu'on a fait à travers 200 ans quand même, depuis 1784 jusqu'à, c'est amusant, 1984, découverte, en tout cas publication de l'article sur les quasi-cristaux, et puis aujourd'hui, il y a la cristallographie qui était une science dans les années 60-70 qui s'épuisait un peu puisqu'elle semblait ne plus rien donner de nouveau au point de vue théorique, au point de vue conceptuel, alors qu'elle donnait d'incroyables résultats pour nous faire comprendre les structures intimes, en particulier des protéines. Je pense à elle, puisque, comme je le marque ici, 6 prix Nobel en chimie-biologie ont été donnés à des sujets qui dépendent directement des mécanismes biologiques, c'est-à-dire des structures des protéines. Nous sommes en plein dedans aujourd'hui. Je voudrais juste résumer. Donc, cette cristallographie, elle nous a permis en sciences des matériaux, pour les alliages, les céramiques, les semi-conducteurs, les matériaux pour l'optique, de comprendre les propriétés et de savoir donc les maîtriser et les améliorer. En biologie, je viens de le dire, c'est toutes les structures et activités des protéines, les mécanismes élémentaires des interactions moléculaires. En géologie, bien sûr, l'histoire et l'étude des milieux terrestres, qui vont exactement de concert. Et puis, aujourd'hui, et c'est le côté qui m'intéresse un peu, si j'ose dire, c'est la notion d'ordre à longue distance, la transformation de Fourier, celle de symétrie. Vous avez une chose tout à fait intéressante, c'est que si un objet est périodique, dire que deux objets périodiques se ressemblent, c'est extrêmement simple. Vous prenez les deux mailles, de dire que les deux planches de timbres sont les mêmes, il suffit de regarder les timbres. Et si les timbres sont identiques, eh bien, on a répondu. Mais si l'objet n'est pas périodique, qu'allez-vous comparer? Quelle partie de l'un avec quelle partie de l'autre? Étant donné que ça ne se reproduit jamais à l'identique, vous avez toujours possibilité de dire bah oui, mais je n'ai pas comparé le bon endroit. Et donc, il va falloir trouver un moyen de comprendre comment est-ce qu'on peut dire que ces deux objets sont symétriques. Alors, j'ai écrit ici l'esprit galloisien, c'est-à-dire Évariste Galois, n'est-ce pas, qui avait bien compris que l'équivalence, l'identité ne signifiait pas que les objets étaient les mêmes, mais qu'ils étaient indiscernables. Ils avaient les mêmes propriétés et nous sommes incapables de distinguer entre l'un et l'autre. L'indiscernabilité, c'est aussi l'indistinguabilité. On ne peut pas distinguer l'un de l'autre. Et donc, très curieusement, la cristallographie arrive à se rapprocher énormément de concepts de type plutôt mathématique, c'est-à-dire l'équivalence et non pas la superposition, de dire que deux triangles équilatéraux sont les mêmes, il suffit de les superposer. Mais de dire que deux pavages quasi-périodiques comme ceux que je vous ai montrés sont identiques, ça c'est impossible, car n'étant pas périodiques, on ne sait pas quelle partie comparer à quelle autre. Alors bien sûr, aujourd'hui on a réglé tout ça, on appelle ça le théorème d'isomorphisme local et il suffit de regarder les transformés de Fourier, mais peu d'importance. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces avancées de la cristallographie, cette vieille dame qui a repris un coup de jeune, si j'ose dire, avec ses dimensions tout à fait amusantes. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler là-dessus parce que ça relie des jolies propriétés de théorie des nombres, ça relie des belles choses à regarder, il y a tout un côté esthétique, nous nous sommes beaucoup penchés sur les pavages, les éliges marocaines par exemple, qui sont des premières ébauches extrêmement élaborées de quasi-cristaux.
Et puis, ça permet de toucher un peu à toutes les sciences. Et donc, ça aurait été pour ma vie un moment et une grande joie de travailler là-dessus et un très, très grand bonheur. Je vous remercie beaucoup pour de m'avoir écouté si longtemps. Merci beaucoup. Vas-y, Pierre. Eh bien, merci Denis pour cet exposé à la fois très didactique, mais aussi absolument, en tout cas pour moi, absolument fascinant. Ça rejoint un petit peu certaines de mes centres d'intérêt, en particulier sur le nombre d'or et comme tu l'as dit, les éliges de l'art islamique qu'on trouve effectivement au Maroc, mais aussi à Samarcande, je crois, et en Iran. Bon, il y a évidemment beaucoup de questions qu'on peut se poser sur les quasi-cristaux en particulier. La première question que je voudrais poser, est-ce qu'il existe des quasi-cristaux naturels? Ah, vous m'entendez là? Oui, oui, oui. D'accord. Alors, je vais poser la question, Pierre, autrement. Existe-t-il de l'aluminium naturel? La réponse est non. Il n'existe pas d'aluminium naturel car son état naturel, c'est la bauxite. Vu qu'il y a de l'oxygène dans l'air, l'aluminium métal ne peut pas être trouvé. Et pourtant, nous considérons bien que l'aluminium est un état et l'un des éléments du tableau périodique et que l'aluminium métal a le droit de citer, sauf qu'il n'existe pas chez nous. Alors, le quasi-cristal le plus classique, c'est aluminium cuivre fer ou aluminium palladium manganèse, c'est-à-dire des alliages à base d'aluminium. Et comme tel, il n'existe pas sur Terre d'alliage aluminium manganèse, par exemple, qui soit sous forme alliage. C'est toujours sous des formes d'oxyde. Il y a bien eu, en effet, la découverte d'une météorite en Sibérie, il y a quelques années, météorite qui contenait de l'aluminium, du cuivre et du fer, qui sont les trois composants pour faire le célèbre aluminium cuivre fer, et où un certain nombre de chercheurs ont dit, ben voilà, ça c'est d'un quasi-cristal naturel. Alors premièrement, quand on fait le bon mélange, ben évidemment ça donne le quasi-cristal, et deuxièmement, ils ont dit, haha, nous on a un truc naturel. Alors vous voyez que l'idée de naturel signifie finalement, quand je mets ensemble et que je donne l'opportunité, l'occasion à ces composés, à ces éléments, aluminium, cuivre et fer, je les mets ensemble dans un creuset, je les chauffe hors de l'oxygène, ils vont choisir. Et là, ils choisissent le quasi-cristal. Donc le quasi-cristal, pour moi, est un élément du diagramme d'équilibre au même titre que n'importe quel élément d'un alliage. Il n'existe pas à l'état naturel immédiat à la simple raison que sur Terre, nous n'avons aucune possibilité d'avoir de l'aluminium à l'état natif, alors qu'on peut avoir du cuivre et du fer à l'état natif. Mais je dis oui, ce sont des éléments, quand on les laisse faire et qu'on retire l'oxygène, ben ils font ça. Ce n'est pas nous qui prenons une pince à épiler pour mettre les atomes les uns à côté des autres. C'est spontané. Très bien, oui, effectivement. Je poursuis avec une autre question. Donc, dans cette fameuse météorite où on a retrouvé des quasi-cristaux, est-ce qu'on peut dire que le quasi-cristal voyage dans l'espace ou est-ce qu'il s'est formé au moment de leur entrée dans l'atmosphère? Est-ce qu'on peut le dire, ça? Moi, j'aurais tendance à penser qu'il s'est formé au moment de la rentrée dans l'atmosphère. Mais sincèrement, je ne suis pas qualifié pour pouvoir affirmer ce genre de choses. C'est une opinion personnelle. Il faut quand même réchauffer l'ensemble pour pouvoir permettre la fusion des éléments entre eux. Quant à son histoire du météorite précédente, je ne la connais pas. Comprenez une chose, c'est que l'équipe en question a fait toutes ses recherches en ne partageant jamais aucun échantillon. Alors moi, je les crois, mais comme je n'ai jamais vu les échantillons, et je ne suis pas le seul, je veux dire, Danny Sheshman les avait demandés, et on n'a jamais pu avoir un échantillon qu'on puisse regarder nous-mêmes. D'accord ? Et ça, c'est un petit peu embêtant parce que c'est important quand même
dans l'histoire des sciences comme on échange les objets pour pouvoir se convaincre les uns les autres du bien fondé de nos assertions, en particulier des mesures. Et comme ça n'a pas été fait, je ne peux que croire les collègues, ce que je crois très volontiers, mais il me manque tous les arguments nécessaires pour l'histoire du météorite pour pouvoir avancer une quelconque hypothèse quant à la formation. Comme ça a chauffé en rentrant dans l'atmosphère, je me dis oui, à ce moment-là, quand même, il a dû y avoir une fusion. Mais j'en sais rien. Désolé, Pierre. Donc, on ne sait pas si le nombre d'or circule dans l'espace. Ah J'avais donc aussi, j'ai beaucoup d'autres questions sur les quasi-cristaux. Je pense que dans l'assistance, il doit y en avoir aussi. Moi, j'étais dans l'industrie à l'époque, vers la fin des années 90, au moment des années 90, et il y a eu effectivement un très grand engouement pour les quasi-cristaux à l'époque, à tel point que le groupe industriel dans lequel je me trouvais avait créé une petite société pour déposer en couche mince des quasi-cristaux sur des métaux afin de leur donner des propriétés anti-friction absolument intéressantes et tout à fait innovatrices. Et, malheureusement, ça n'a pas débouché aussi vite que l'on espérait. Est-ce qu'à ton avis, il y a des applications qui ont été faites? Est-ce qu'il y a des applications qui sont encore à faire? Où en est-on un petit peu, je dirais, dans la pratique de l'utilisation des quasi-cristaux? D'accord. Alors, en effet, voyons, les quasi-cristaux sont des alliages, pour l'essentiel, et ceux dont tu parles sont à base d'aluminium. Et donc, ce sont des alliages légers. Cela étant donné qu'ils ne sont pas périodiques, ils sont quasi cristallins, ils ont une propriété remarquable, c'est leur dureté. La plasticité n'a pas place dans les quasi-cristaux. Le quasi-cristal casse comme une biscotte, si j'ose dire. Je parle à température ambiante. Hein. Et l'idée est de ne pas les utiliser tels que, parce que ça casse comme du verre, mais les utiliser comme revêtement. Alors, revêtement avec une grande dureté. Donc, on pourrait effectivement penser par exemple, au scalpel. Je sais que ça a eu des applications. On fabrique un scalpel, puis on va le recouvrir d'une couche très fine de quasi-cristal pour renforcer le côté coupant et pour éviter qu'il s'émousse. Selon moi, donc les propriétés des quasi-cristaux ne peuvent être qu'une niche de revêtement particulier. Je donne deux valeurs intéressantes qui n'ont pas été explorées. Le quasi-cristal, il a une propriété extraordinaire, c'est que si vous prenez un aluminium, un cuivre et un fer, qui sont tous les trois de bons conducteurs, qui ont une résistivité chacun de l'ordre, je donne l'ordre de grandeur, de 1 micro-ohm centimètre. Quand vous les mettez ensemble, que vous faites un quasi-cristal, vous obtenez une résistivité de l'ordre de 1 ohm centimètre, c'est-à-dire 1 million de fois plus résistant. C'est considérable. Alors que c'est fait avec des métaux. La caractéristique qui en déduit immédiatement, c'est que ce sont des mauvais conducteurs électroniques et donc des mauvais conducteurs thermiques. C'est-à-dire que leur conductivité thermique est voisine de celle de la zircone, ZrO2. Et l'idée, donc, est de pouvoir les utiliser comme isolant thermique. Mais cette propriété d'isolation, elle se manifeste, et ça c'est de la belle mécanique quantique, elle se manifeste à basse température. À haute température, tout ça devient des métaux. Hein. Mais à basse température, le quasi-cristal, un certain nombre, aluminium, cuivre, ruthénium, par exemple, deviennent isolants. Et donc, c'est très intéressant. Alors, s'ils deviennent isolants électriques, ils sont donc non pas isolants, mais presque isolants thermiques, ça n'a pas beaucoup de sens, hein. Mais il y avait l'idée, j'ai cette idée qu'on pourrait utiliser, excusez-moi, nous avons, tout le monde, hein, l'idée qu'on pourrait utiliser le quasi-cristal à aluminium cuivre, par exemple, comme étant un revêtement possible pour les containers basse température. Je pense aux méthaniers, par exemple, hein, pour pouvoir conserver le méthane basse température pour la traversée d'Arles à Marseille, je pense cet exemple-là, peu importe, et qui permettrait évidemment d'éviter que le méthane parte, que 5% du méthane s'évapore pendant la traversée. D'autres applications sans doute, air liquide. Donc il y a cette idée. Ce sont des très bons
comment dirais-je, mauvais conducteurs, hein, isolants thermiques, pardon, sont très bons isolants thermiques, basse température, et on pourrait en faire des applications. L'autre point, c'est que à basse température, vous vous rappelez sans doute que du fer placé à basse température, quand je dis basse température, c'est quelques dizaines de degrés sous le zéro, colle, parce qu'il y a de la vapeur d'eau. Et que, par exemple, pour des fusées, des moteurs de fusée, je pense à Ariane, enfin n'importe toutes les fusées, lorsqu'on envoie l'hydrogène et l'oxygène, par exemple, liquide, pour alimenter un réacteur, il y a des vannes. Et ces vannes risquent de coller, parce qu'elles sont à très basse température, bien sûr. Et il y avait cette idée de dire, tiens, on pourrait revêtir simplement les contacts des vannes de quasi-cristal afin d'éviter, en tout état de cause, qu'il y ait, qu'elles ne se collent et qu'elles puissent se détacher très, très, très facilement. Donc, à nouveau, vous voyez, c'est conduction thermique intéressante, dureté, bien sûr, intéressante, mais qui est en contrepartie, grande fragilité. Les bons matériaux ne sont pas fragiles, ils sont durs, mais ils ont une certaine ductilité. Donc, voilà les applications qu'on voit dans l'immédiat possible des quasi-cristaux. Alors, pourquoi il y a eu des problèmes avant? Je pense que tu fais référence aux poêles à frire. Et les poêles à frire, il se trouve qu'au CECM, on en a acheté quelques-unes et puis on a fait les analyses. Et on s'est aperçu que le matériau qui était utilisé comme revêtement était assez loin d'un quasi-cristal parfait. Le tout début, ce qui était fabriqué par la SNMI, Société nationale de métallurgie industrielle, si j'ai bonne mémoire, était un très bon quasi-cristal. Il s'est produit après quelque chose, je ne sais pas quoi, qui fait que les poudres suivantes n'étaient pas de qualité extraordinaire et qu'on retrouve des approximants, on retrouve d'autres structures. Bref, ce qui a été utilisé malheureusement pour l'industrie n'était, me semble pas, un très bon quasi-cristal, et on peut comprendre. Le quasi-cristal a une stoichiométrie assez précise. C'est-à-dire qu'en laboratoire, on peut faire de très bons quasi, mais quand il s'agit d'en faire des tonnes, évidemment, ça demande quand même une grande maîtrise d'élaboration que j'ai peur on n'avait pas à l'époque. Et que si on devait relancer les quasi-cristaux, il faudrait commencer par faire une analyse très profonde de la maîtrise et la fiabilité de la construction. D'accord. Bon, donc on peut dire que les quasi-cristaux n'ont pas aujourd'hui trouvé d'application vraiment dans la vie courante. Non, 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 non. Ils ont trouvé, à mon sens, l'intérêt des quasi-cristaux, c'est le concept. C'est de relancer complètement l'idée que ce genre de recherche, qui est de la recherche fondamentale, j'insiste, hein, ouvre des possibilités dans notre réflexion et notre mode de compréhension du monde, et en particulier de la notion d'ordre. Et si ça donne quelque chose d'industriel, on en sera ô combien content, ô combien fier. Mais ce n'est pas, en ce qui me concerne, vous m'en excuserez, mon objectif premier. D'accord? Oui, bien sûr, je comprends. D'accord. Bon, je ne sais pas s'il y a dans l'assistance d'autres questions. J'ai une question de Marie. Alors, bonjour Marie, je ne sais pas, et peu importe, dans la vie quotidienne, quelles sont les applications de la cristallographie? Alors, c'est une question qui est perturbante, je m'explique. Dans la vie quotidienne, je pense qu'il n'y a pas d'application directe de la cristallographie, sauf quant à reconnaître une pierre par analyse de rayons X pour être certain que c'est bien la pierre machin, etc. Et que il s'agit bien du joyau du roi et compagnie parce qu'il y a telle et telle impureté, et ça, on peut le faire. Mais reconnaissez que ce n'est pas vraiment la vie quotidienne. Ça peut être la vie quotidienne des rois, mais pas la nôtre. Par contre, les effets indirects de la cristallographie sont considérables. Ils sont considérables, et en particulier, vous l'aurez compris, dans le monde de la biologie. À savoir que toutes les molécules actives, quand on veut savoir quels sont là où les endroits où elles sont actives et comment elles le sont, on le fait à partir de la connaissance de la stéréochimie, de comment est placée cette molécule. Il faut qu'on regarde les objets à l'échelle atomique. Et il ne s'agit pas de faire simplement une analyse chimique en disant tiens, il y a un groupement OH, tiens, il y a un groupement COOH. Pas du tout. Il s'agit de savoir comment ils sont placés dans l'espace. Il s'agit de comprendre comment cette molécule peut bouger, comment elle peut se conformer d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est la cristallographie qui donne la réponse.
Je vous cite un exemple, un très fameux laboratoire de produits pharmaceutiques utilise presque en continu un banc entier de mesure du synchrotron soleil pour mettre au point des médicaments. Il en étudie des centaines et en fait la structure. Faire la structure, ça veut dire savoir comment les molécules se distribuent dans l'espace, afin de pouvoir dire tel ou tel peut avoir des propriétés, tel autre n'en a pas. Donc, la cristallographie intervient à chaque fois qu'il s'agit de discriminer dans des molécules compliquées celles qui peuvent avoir ou pas des applications, des effets au point de vue thérapeutique, par exemple. Et puis, pour le reste, il va de même, bien sûr, pour les semi-conducteurs, par exemple. Le silicium que vous avez dans votre machine, il a été testé au point de vue de sa qualité cristallographique et de sa pureté par radiocristallographie. Voilà, en gros, pas d'application quotidienne immédiate, mais beaucoup d'applications indirectes qui viennent de mesures provenant de la cristallographie. Il y a le diamant quand même qu'on peut considérer comme une application quotidienne par son éclat, sa beauté, son… Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans l'assistance. Non? Ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va clore la séance. Donc, je te remercie encore pour cet exposé tout à fait intéressant. Et donc, voilà, la séance est maintenant terminée. Merci Pierre, merci beaucoup. Salut. Au revoir. Au revoir.